Amelia Earhart est née au Kansas, aux États-Unis, le 24 juillet 1897. Nul ne pouvait soupçonner le destin de cette femme sans peur qui avait soif d'aventure. Edwin Earhart est un homme sans le sou, quelqu'un qui bouge sans cesse. Ce sera peut-être l'héritage qu'il laissera à sa fille, bouger sans cesse. De plus, Edwin est très porté sur la bouteille. Les parents d'Amy Otis le voient d'un bien mauvais œil, mais malgré tout, Amy et Edwin uniront leurs destinées en 1895. De cette union, Amelia en 1897, puis Muriel en 1899. Edwin se déplace constamment pour des concessions de chemin de fer et Amy l'accompagne. Les deux enfants seront donc sous la garde des grands-parents Otis pendant les 12 premières années. Ce n'est que l'été où Amelia et Muriel peuvent retrouver leurs parents. Amelia est un tomboy, un vrai garçon manqué. Point de poupée ou de jeu de petite fille pour elle. Évidemment, on exclut les robes pour Amelia. Avec sa sœur, elle joue au football, au basket, monte dans les arbres. Elle lit Dickens, Hugo, Dumas et Walter Scott. Amelia monte même à cheval et son père lui offre une carabine de calibre 22 à Noël. Elle va en profiter pour chasser les rats devant sa grand-mère découragée des agissements de sa petite fille. Amelia lui dira « Mais Granny, c'est pour vous protéger de la peste. » Les filles Earhart intègrent la meilleure école primaire d'Atchison. Amelia garde les turbulences pour la maison. C'est une enfant appliquée qui ramène de bonnes notes. Elle est une perfectionniste et veut toujours un travail bien fait. Toute sa vie, cela va prédominer. Son père Edwin s'est enfoncé dans l'alcool et un bon jour, Amelia trouvera une bouteille dans ses bagages. Edwin lèvera la main sur sa fille. Il est fou de rage. Et sa mère amie devra intervenir. À ce moment, Amelia comprendra qu'elle doit devenir le chef de famille, qu'elle doit protéger sa mère et sa petite sœur. Elle se tiendra loin de l'alcool toute sa vie. Elle n'a que 13 ans, mais elle est maintenant une adulte. Par la suite, Amy quittera Edwin et emmènera ses filles à Chicago. Durant son adolescence, Amelia continue d'être studieuse. C'est une fille renfermée qui se lie difficilement avec les gens. Elle excelle en sciences et en mathématiques. Elle étudie l'allemand et le français. Amelia n'est pas croyante. Jamais elle ne s'en remettra à Dieu face à ses futurs dangers. Le couple d'Edwin et d'Amy se reformera 4 ans plus tard et ils vivront maintenant à Kansas City. Les parents d'Amy n'ont pas oublié les frasques de leur gendre. À sa mort, la grand-mère Otis laisse $1 million à sa fille Amy, mais elle ne pourra pas toucher cet argent avant 20 ans ou à la mort d'Edwin. Le couple réussit quand même à obtenir $60 000 après des négociations, ce qui permettra d'inscrire Amelia dans une école privée de Rydal en Pennsylvanie. Amelia poursuit ses études classiques sans histoire durant ces années. Elle se construira un scrapbook où elle collera des coupures de presse des gens qui ont réalisé des exploits, surtout par des femmes, des productrices, des auteurs, des exploratrices, des scientifiques, avocates. Dans un monde d'hommes, Amelia admire les femmes qui ont fait leur place, des femmes qui sortent du lot. Elle rêve de devenir l'une d'entre elles. Amelia a maintenant 20 ans,
mais ne sait pas encore ce que lui réserve l'avenir. En 1917, Amelia passe les vacances de Noël avec sa sœur, qui finit ses études à Toronto. Elle voit des soldats revenir de la guerre mal en point, amputés d'un bras ou d'une jambe. C'est le choc pour elle, et elle choisit d'entrer comme volontaire à la Croix-Rouge, puis comme infirmière à l'hôpital militaire de Spadina. Amelia travaille très fort. Elle lave les planchers, fait la vaisselle et apporte les repas aux soldats. Elle les écoute et tente de les réconforter du mieux qu'elle peut. Elle les écoute raconter la liberté que l'on éprouve quand on vole à bord d'un avion. Doucement, Amelia commence à rêver d'un vol en avion. Elle admire les pilotes qui racontent leur vol et leurs pirouettes avec leur engin. Elle va poursuivre ce travail jusqu'en novembre 1918. S'occupant des victimes d'une pandémie de grippe, elle sera touchée à son tour et contractera une sévère inflammation des sinus. Une intervention chirurgicale sera nécessaire, mais ce problème la poursuivra toute sa vie et la gênera énormément lors de ses futurs exploits. À la fin de la guerre, ses parents, maintenant à Los Angeles, la rappellent auprès d'eux. Chaque week-end, elle se rend à l'aérodrome de Long Beach et passe des heures à observer les avions, ces oiseaux de fer. Elle part ensuite à Boston avec sa mère et deviendra assistante sociale, un emploi dominé par les femmes. Elle est souriante, patiente et gagne l'estime de tous. Elle est enfin à sa place. Mais pour le moment, le meilleur est à venir. Le coup de foudre pour l'aviation va se produire alors qu'Amelia a 23 ans. Nous sommes en 1920. L'aérodrome de Long Beach est inauguré. Elle décide de prendre des leçons. Elle dira « Au moment même où nous avons quitté le sol, j'ai su que je devais voler. » Elle vit ce premier vol comme un rêve, n'écoutant même pas ce que dit son pilote. Elle sent le vent contre ses joues. Elle voit l'horizon. C'est maintenant clair dans sa tête. Elle sera aviatrice. Peu importe le prix à payer pour y parvenir. Son pilote croyait qu'elle était paralysée par la peur. Il en était tout autre. Elle était paralysée par tant de beauté, par tant d'excitation et une liberté qu'elle ne pouvait trouver dans la vie réelle. Coûte que coûte, elle prend des leçons. Le prix pour une licence coûte déjà 1000 $. Elle n'a pas d'argent, mais son institutrice, Anita Snook, lui fera crédit, car elle croit en Amelia. Elle cumule les emplois pour payer ses leçons qui sont onéreuses. Pour 1 minute de vol, c'est $1. Mais qu'importe, Amelia ne manquera aucune leçon. Sa vie est maintenant dédiée à l'aviation, même si elle n'a pas encore en tête tous les exploits qui l'attendent. Anita Snook vole sur un Canuck, un biplan à 2 sièges avec un moteur d'à peine 90 chevaux. Amelia Earhart n'est pas plus douée que les autres élèves. Elle ne promet pas d'être la plus grande aviatrice, mais ce que l'on voit dans ses yeux, on ne le voit pas dans les yeux des autres élèves. Les crashs sont inévitables, et lors d'un écrasement assez violent, Anita Snook
s'en sort indemne et s'informe aussitôt de l'état d'Amelia, qui est en train de se repoudre le nez. Amelia dira « Nous devons être présentables quand les journalistes arriveront. » Les disputes éclatent souvent entre la professeure et l'élève. Snook relève les erreurs d'Amelia. L'élève écoute. Elle lui dit qu'elle est trop frondeuse, mais sitôt les recommandations faites, Amelia reprend le ciel. En autant qu'elle sait décoller et atterrir, Amelia est dans son rêve. Un jour, elle pose son appareil dans des herbages trop hauts. L'appareil pique du nez et éjecte Amelia. Mais voilà, elle s'en sort toujours indemne et sans peur. Rien ne semble l'atteindre. Amelia est belle, elle est attachante et elle est mordue. On lui pardonne tout, comme si on devinait ce qu'elle allait devenir. Le 15 décembre 1921, Amelia obtient sa licence de la National Aeronautic Association. Anita Snook prend sa retraite. Elle apprendra à un niveau supérieur avec John Montigo, un ancien pilote de l'armée. Il lui apprendra des glissades sur le côté qui permettent d'atterrir sur une bande étroite de terrain. Il lui montrera l'art du looping, tonneau et autres tours de force qui sont nécessaires à tout bon aviateur. Le 24 juillet 1922, pour ses 25 ans, elle achète un Kinner Airster, un petit biplan d'à peine 60 chevaux, moins puissant que le Canuck, mais qu'importe. Amelia, tellement heureuse, parle à son Kinner à chaque soir avant de le remiser. Elle le surnomme le Canari. Elle atteindra une altitude de 4300 mètres sans masque à oxygène dans un avion à cockpit ouvert. C'est un record féminin d'altitude à ce moment, qui sera dépassé peu après, mais quand même, on voit le goût du risque et les aspirations d'Amelia. Elle ne veut pas voler pour simplement voler, elle veut se dépasser et aller aux limites de son appareil. Amelia avait à cœur l'émancipation de la femme. Elle prônait l'égalité des sexes. Elle disait « Si les hommes en sont capables, et si j'en suis capable à mon tour, pourquoi pas vous ?» Le 15 mai 1923, Amelia reçoit sa licence de pilote de la Fédération aéronautique internationale. Elle est la 16e femme à obtenir cette licence. Elle est aussi fière d'être la conductrice de sa voiture que de son avion. Elle s'achète une voiture sportive, une Kissel Car, qu'elle surnomme le Péril jaune. Sa mère, qui vient de divorcer, embarque avec Amelia pour un périple à travers l'Amérique. Partout, on voit arriver les Earhart, mère et fille. Rien de fâcheux ne peut entraver leur marche. Un problème mécanique? Amelia a les compétences pour régler ses problèmes. La mécanique n'est plus un secret pour Amelia. Elle arrive à Boston et la mère amie est enthousiaste et rajeunie. Par contre, Amelia, plus mal en point, doit subir une 3e intervention pour ses sinus, car elle souffre de migraines, surtout en vol. On lui retire un petit bout d'os qui devrait régler ce problème. Par la suite, Amelia n'a pas de perspective pour le futur. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas d'enfants, elle ne veut pas faire la cuisine pour un gentil mari. Toutes ces choses-là sont incompatibles avec son goût pour l'aventure. Le temps passera et en 1928, un appel changera sa vie
à jamais. Mars 1928, le capitaine Hilton Riley lui demande si elle est intéressée à survoler l'Amérique en tant que passagère. Ça fait tout juste 1 an que Charles Lindbergh a accompli son exploit. Depuis, 18 tentatives ont été faites, dont 14 au fond de la mer. 5 femmes ont tenté l'exploit comme passagères. 3 sont mortes et les 2 autres ont abandonné en route. Amelia ne réfléchit aucunement et répond oui, sans aucune hésitation. Enfin, son heure est arrivée. Ce projet est financé par la richissime Lady de Philadelphie, Amy Guest. Guest aurait voulu participer au projet elle-même, mais sa famille l'a convaincue de rester à terre. Reste maintenant à découvrir la perle rare, quelqu'un de compétente, quelqu'un dont on sera fier et naturellement le nom d'Amelia Earhart va ressortir tout en haut d'une liste. De plus, elle a un physique avantageux, rien pour déplaire aux photographes lors des apparitions publiques. Peu après, Amelia se retrouve à New York avec Riley. Elle rencontre George Putnam, le futur mari d'Amelia, qui est le frère d'Amy Guest. On se félicite de la joyeuse trouvaille. Amelia est agréable, intelligente et parfaitement capable de faire face à la publicité que l'événement va amener. On lui explique les détails de l'expédition. 2 pilotes professionnels, Lou Gordon et Wilmer Stulls, traverseront l'Atlantique sur le Fokker, un hydravion à 3 moteurs baptisé Friendship. Une femme va les accompagner comme passagère. Est-elle toujours partante? Amelia déborde d'enthousiasme. Elle accepte de faire la traversée gratuitement. Sa seule exigence est de pouvoir vérifier l'équipement, de discuter avec les pilotes et tenir les commandes un court instant durant le vol. Exigence acceptée par les intéressés. À celle qui souhaitait quelqu'un qui représenterait les Américaines, le capitaine Riley dira, à la suite de cette réunion, « En Amelia Earhart, j'ai vu non seulement leur incarnation, mais leur sublimation. » Le 17 juin 1928, après 4 tentatives infructueuses, l'hydravion Friendship décolle à 11h15. À l'arrière, Amelia est plus coincée qu'assise sur les bidons d'essence. Mais qu'importe, elle est heureuse, elle est sans peur. Elle dormira à peine 2 heures sur un voyage de plus de 20 heures. Elle regardera constamment par le hublot. À minuit, Gordon lui apprend qu'ils ont perdu la radio. La visibilité est nulle. Ils n'ont que les instruments pour se guider. Amelia se sent inutile et elle ne pourra prendre les commandes comme convenu. Les heures sont angoissantes, mais dès le matin, on aperçoit 2 bateaux de pêche et puis peu après, la terre est en vue. Le Friendship amérit après 20h40 et la jauge d'essence est presque vide. Et contrairement à l'objectif initial qui était l'Irlande, ils amérissent au pays de Galles. Et Amelia prouve une fois pour toutes que son sang-froid et sa bonne humeur n'appartiennent pas au commun des mortels. Amelia et les 2 pilotes sont accueillis en héros, mais bien vite, les journalistes n'en auront que pour Amelia, qui comprend qu'elle ne mérite pas toute cette attention, car elle était dans un rôle passif. Mais qu'importe, elle est la première femme à traverser l'Atlantique. Gordon et Stulls sont injustement ignorés par la presse. Avant de quitter la presse pour aller se reposer, Amelia dira « Je n'ai jamais vraiment eu de doute sur l'issue du projet.
Par la suite, elle dormira d'un sommeil profond pendant 10 heures, avec des rêves plein la tête. Le lendemain, elle prend les commandes du Friendship jusqu'à Southampton. Elle est accueillie par Amigues en personne et par le maire Foster Welch. On l'appelle Mr. Mayor. Ensuite, départ pour Londres, où c'est la frénésie pour Amelia, qui veut souligner la présence de Gordon et Stools. Mais à quoi bon? La presse a choisi son héroïne. La légende d'Amelia Earhart est née. Et quand on lui demande pourquoi elle acceptait une expédition aussi dangereuse, elle répondra le plus simplement du monde: mais pour le plaisir. Après avoir accepté toutes les invitations et répondu à toutes les questions avec gentillesse, Amelia repart pour l'Amérique le 28 juin 1928 avec Gordon et Stools sur le paquebot SS Président Roosevelt pour New York, où une parade monstre les attend. Après 3 jours intenses, elle peut enfin regagner Boston. Depuis son exploit, George Putnam s'occupe de toute la publicité concernant Amelia. Il y voit une mine d'or qu'il faut exploiter, au profit d'Amelia, mais pour le sien aussi, et pas toujours avec son accord. Putnam et son épouse Dorothée organisent une grande réception pour Amelia à la fin de la soirée. Il recueille les propos d'Amelia sur son aventure en vue d'un livre qu'il espère devenir un best-seller. Et 3 semaines plus tard, le livre 20h40 est écrit. L'accueil est chaleureux et les ventes suivront. De 1928 à 1937, la célébrité d'Amelia Earhart ne se dément pas. Elle est la petite fiancée de l'Amérique blanche et puritaine. Elle fait vendre du papier et cet argent lui permet de financer ses vols. On voit Amelia poser auprès d'acteurs célèbres comme Cary Grant, mais ça ne la représente aucunement dans sa vie réelle. Elle préfère la solitude, les randonnées à cheval. Elle ne va pas au cinéma. Son seul intérêt demeure l'aviation. En août 1928, elle décide de traverser l'Amérique, seule cette fois, sans aucune assistance. Évidemment, George Putnam est au travail et veille à promotionner au maximum cette nouvelle aventure d'Amelia. Pittsburgh, Dayton, Ohio, Terre Haute, Indiana, Illinois, Saint-Louis, Lovington, Nouveau-Mexique, le Texas. Amelia rencontre de fortes turbulences. En Arizona, le moteur surchauffe, mais Amelia est sans peur. Partout où elle arrête, elle est accueillie en héroïne. Tout le monde veut la toucher. Son moteur lâche à Salt Lake City, une réparation de 10 jours. Elle arrive à New York le 13 octobre. Elle est la première femme à traverser les États-Unis d'un bout à l'autre, aller-retour. En 1932, Amelia se sent prête pour de grands exploits. Elle doit se prouver à elle-même qu'elle mérite tous les compliments qu'on lui fait. Elle veut traverser l'Atlantique, seule aux commandes, ce qu'aucune femme n'a encore réussi à faire. Elle sera aux commandes du Vega, avec un moteur puissant de 500 chevaux. Le fuselage de bois sera renforcé par le transport de 1500 litres d'essence. Le 20 mai, elle monte dans son cockpit, heureuse et sans peur. Elle fait des adieux à George Putnam, qu'elle a épousé l'année précédente sans vraiment d'amour de sa part. Un baiser maladroit, et Amelia s'envole vers sa destinée.
prête à prendre tous les risques, se disant que ça en vaut la peine, peu importe ce qui peut l'attendre. Elle décolle à 19h12 et une nuit tranquille s'annonce, une nuit comme elle les aime, tranquille et seule avec son destin. Les problèmes vont arriver après 4 heures. Elle rencontre une tempête. L'altimètre et le tachymètre sont hors service. Amelia garde son sang-froid. Il est temps de mettre en pratique tous les enseignements qu'elle a reçus de ses professeurs. Il faut continuer droit devant elle. Après avoir aperçu 2 bateaux, elle apercevra la terre. Elle se posera dans un champ de vaches en Irlande. Le Vega se pose en douceur après 14h56 minutes, soit 6 heures de moins que la traversée précédente. À 34 ans, elle est la première personne à traverser l'Atlantique à 2 reprises. Une fois de plus, elle a droit à tous les honneurs, même de Charles Lindbergh, affligé par la perte de son fils la semaine précédente. Le président Hoover s'exprimera en ces termes. « Vous avez démontré non seulement votre propre courage, mais aussi la capacité de femmes à égaler les compétences des hommes en accomplissant les prouesses les plus difficiles. » Partout dans l'Europe, Amelia est accueillie avec les honneurs. Ce n'est pas seulement l'héroïne de l'Amérique, mais une femme aimée de tous. On admire son courage et sa ténacité, et malgré tout, elle demeure une femme simple, ne se vantant nullement de ses exploits. Son but, c'est voler. Les honneurs et l'argent, c'est à son mari de s'en occuper. Le 11 janvier 1935 verra un autre exploit d'Amelia. Un vol en solitaire d'Honolulu jusqu'à Oakland, en Californie. Elle décolle et survole les eaux turquoises à une altitude de 2400 mètres à 240 km/h. Les radios d'Honolulu et de Californie la suivent à la trace pendant qu'elle écoute leurs programmes musicaux. La nuit tombée, elle regarde le ciel et écoute un concert du San Francisco Symphony Orchestra. Un vol parfait, sans histoire. Elle atteint Oakland après 18h15 minutes de vol et 3875 km de distance. Elle est accueillie par des milliers d'admirateurs. Pour une fois, Amelia accomplit un autre exploit. Plus rien ne peut l'arrêter. 2 autres exploits vont survenir dans l'année 1935. Le 19 avril, Amelia effectuera un vol de Los Angeles vers Mexico. Elle se perd en chemin et atterrira à 80 km de Mexico. Mais qu'importe, le vol est un autre succès. À son retour, un vol de Mexico jusqu'au New Jersey, en seulement 13 heures. Que lui reste-t-il à accomplir? Amelia a fait tous les trajets inimaginables en avion, a fait de la plongée sous-marine, conduit ses voitures sportives. Elle a même traversé les États-Unis en autogire. Tout lui a réussi. Mais il lui reste un dernier rêve, le rêve d'une vie. Faire le tour du monde en avion. La préparation du tour du monde d'Amelia va demander toute une année. En comptant les escales, c'est 47 000 km en longeant au plus près l'équateur. Elle a pour projet de faire le tour avec un pilote d'expérience
qui va lui servir de navigateur, Fred Noonan. La raison principale, toutefois, de la présence de Noonan est tout autre. Étant une femme, Amelia ne peut fouler seule certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Elle doit avoir un homme avec elle. Tant qu'à faire, aussi bien un homme d'expérience qui pourra l'assister dans toutes les phases de ce tour. Par contre, ce qu'Amelia découvrira trop tard, c'est que Noonan a perdu son travail à la Paname à cause de son alcoolisme. Mais dû à l'avancement des préparatifs, elle va choisir de garder Noonan avec elle. Beaucoup d'argent est déjà engagé dans cette expédition et on ne peut plus retarder le départ. Il faut aller de l'avant. Pour son escale au milieu du Pacifique, Amelia choisit la petite île de Howland, plus rapprochée de l'équateur que Manille ou Tokyo. Howland est à peine visible sur les cartes. Ce sera la portion la plus délicate de l'expédition. Rien ne doit être laissé au hasard. Cette petite île est située à 3000 km au sud-ouest d'Honolulu. Les autorisations du gouvernement tardent à arriver et Amelia écrira directement au président Roosevelt. Elle lui dira « Pardonnez la pénible aviatrice que je suis. Ce projet Howland est la clé sur laquelle repose le succès de mon tour du monde. » Immédiatement, Roosevelt lui donne ce qu'elle veut. Rien ne résiste à Amelia Earhart. En mars 1937, à Hawaï, un départ raté, l'Electra dévie de sa trajectoire au décollage et on sera quitte pour 3 mois de réparation. Le tour du monde, au grand désarroi d'Amelia, est retardé. Pendant ces 3 mois, elle en profite pour inviter sa mère et sa sœur à venir la rejoindre en Californie. Amelia décide de changer ses plans. Dorénavant, le sens du trajet est changé. Elle volera vers l'est. C'est moins risqué vu les climats et Noonan est parfaitement d'accord. Noonan a gagné en confiance et est parfaitement sobre. Il écrira à sa femme « Elle est l'unique aviatrice avec laquelle j'accepterai d'entreprendre ce tour du monde. Elle est à la fois une excellente camarade et une pilote de premier ordre qui sait assumer les coups durs et travailler comme un homme. » Le 21 mai 1937, c'est finalement le grand départ de Californie pour une première escale à Miami, Floride. À chaque escale, Amelia télégraphiera le récit du voyage au Herald Times. Elle confie à un ami journaliste que ce tour du monde sera son dernier grand vol. Le 1er juin, ils partent de Miami pour Porto Rico. Au départ de Miami, elle fait ses adieux à son mari Putnam. Ensuite, ils s'envolent pour le Venezuela. Ils survolent des fleuves et des montagnes, des jungles. Ils contournent les averses. Par la suite, ils atteignent la Guyane néerlandaise. Première escale d'importance, le Brésil. À chaque étape, Amelia est accueillie avec chaleur. Tout le monde connaît Amelia Earhart et veut l'honorer. Mais Amelia et Noonan doivent rester concentrés sur leur objectif. La routine est importante. Vérifier l'appareil, remplir les jauges, le moins possible de vie sociale. On se couche tôt et on se lève tôt et on repart pour une nouvelle destination. Après un saut de puce à Natal au Brésil, c'est une nouvelle traversée de l'Atlantique. L'obscurité de la nuit leur cache l'Atlantique Sud. Rien à signaler, une traversée sans histoire. Le soir du 7 juin, l'Electra se pose à Saint-Louis au Sénégal après 13h12. L'Afrique est le 3e continent du plan de vol.
Les premiers véritables problèmes que rencontrent Amelia et Noonan sont le changement de nourriture et le décalage horaire. Ces problèmes sont majeurs. Des problèmes de santé peuvent amener des erreurs de jugement et ils n'ont pas vraiment pensé à amener une pharmacie suffisante. On les met en garde contre les tornades au sud ou les tempêtes de sable au nord. Ils partent tôt le matin et survolent l'Afrique, les déserts d'Afrique centrale. Elle aperçoit Tombouctou, Khartoum. Pour éviter une tempête, elle change ses plans et va se poser au Soudan français. On n'a pas le temps de se reposer. On repart le lendemain en direction de Khartoum où il fait 43 degrés. L'escale est courte, à peine 2 heures. On remplit les réservoirs et on continue notre aventure. Il passe près d'Asmara, puis survole la mer Rouge. Amelia se dit qu'elle n'est pas rouge. Ça l'étonne grandement. Puis le Nil blanc et le Nil bleu, qui eux sont verts. Puis, ils se posent à Massawa. Il fait 38 degrés. Ils sont affamés et épuisés. Hors de question d'apparition publique. Amelia, malgré la fatigue, continue d'envoyer son récit au Herald Tribune. Puis, elle s'endort. Le 14 juin, c'est un nouveau départ pour un survol risqué. Survol de l'Arabie jusqu'aux Indes. Amelia n'a pas toutes les autorisations pour survoler ces pays. Une simple lettre en arabe pouvant expliquer leur aventure, mais ils n'en auront jamais besoin. La bonne étoile est avec Amelia depuis les débuts de ses exploits. La fatigue et les soucis digestifs sont des problèmes beaucoup plus préoccupants que le danger de survoler une zone interdite. Ils augmentent leur altitude pour passer incognito au maximum des zones à risque. 13h10 après avoir décollé d'Assab, ils se posent à Karachi. Ils apprennent que leur vol de la mer Rouge à l'Inde est une première mondiale. Ils sont dans les temps et ils s'entendent pour un arrêt prolongé. Il faut refaire ses forces. Karachi est pleine de distractions. Ils en profitent pour faire des balades en chameau. Amelia donne une entrevue à la presse, rencontre un journaliste. On prend des photos d'elle et de son engin. Amelia téléphone à son mari George Putnam et le rassure sur son état. Elle lui dit même « C'est un grand voyage, nous le referons ensemble un de ces jours. » Putnam est rassuré, mais ce qu'il ne peut voir au téléphone, c'est qu'Amelia et Noonan ont beaucoup maigri depuis le début de leur aventure. Ils ne mangent pas assez, n'amènent pas assez de vivres en vol, à peine 2 sandwichs. Cette mauvaise habitude contribue à leur fatigue et, qui sait, à un manque de concentration. Ils quittent Karachi pour Calcutta. De grands aigles noirs tout autour de l'Electra leur causent quelques frayeurs. Calcutta est la plus grande ville où ils se sont posés. Par la suite, ils progressent jusqu'à Rangoon, en Birmanie, où le mauvais temps les force à faire une escale plus longue que prévu. Amelia en profite pour visiter autant qu'elle le peut et est frappée par une culture très différente de la sienne. Amelia souffre de maux d'estomac qui tournent à la dysenterie. Elle manque de soins et de sommeil. Pendant ce temps, Noonan a recommencé à boire. C'était inévitable. La fin de ce voyage s'annonce difficile. Ils volent par la suite jusqu'à Bangkok. Ils s'arrêtent pour le plein et les voici repartis pour Singapour, où ils sont accueillis par le consul général américain Monette B. Davis. Par la suite, c'est au tour de Java. Ils entrent maintenant dans l'Australasie. Amelia est enchantée par le décor,
des petites îles, les eaux turquoises, mais elle a des difficultés à bien se concentrer sur ses instruments de vol. C'est la beauté du paysage ou la fatigue accumulée par cette folle aventure? Il se pose à Bandoueng, dans l'ouest de l'île. Amelia en profite pour visiter des volcans pendant qu'une équipe de la compagnie hollandaise KLM s'occupe de l'Electra. Il quitte le 27 juin pour l'île de Timor, puis Darwin en Australie. La fin du voyage approche. Ils prennent des décisions bizarres. Ils n'emmènent pas leur parachute. À quoi bon au-dessus de l'océan, se dit Amelia. La Nouvelle-Guinée est atteinte le 30 juin, 7h43 après le décollage de Darwin. Ils ont parcouru 36 000 kilomètres. Ils regardent l'océan et de l'autre côté, c'est la Californie. Plus que 11 000 kilomètres et ils toucheront au but. La prochaine étape est celle qu'Amelia et Noonan redoutent le plus. Atteindre la minuscule île de Holland, qui n'apparaît même pas sur les cartes. Il faut des calculs précis et des instruments de vol fiables pour atteindre l'objectif. Le gouvernement américain a envoyé le navire Itasca pour lui servir de repère, puis 2 autres navires qui assureront une veille. Tout est en place pour accueillir l'Electra et son héroïne. Avant le départ, ils décident de s'alléger et prennent des décisions douteuses. Amelia n'amène pas les feux de détresse, une antenne radio, et pire encore, elle abandonne son code Morse. C'est la témérité d'Amelia ou une trop grande fatigue qui brouille son jugement? Son dernier récit sera au Herald, sera le suivant. Il y a 1 mois à peine, j'étais sur l'autre rive du Pacifique en regardant à l'ouest. Ce soir, je regarde vers l'est du Pacifique. Au cours des jours rapides qui viennent de s'écouler, toute la largeur du monde est passée derrière nous, sauf ce grand océan. Je serai heureuse quand les hasards de la navigation seront derrière nous. Le 2 juillet, à 10h30, l'Electra décolle. Il faut plus de 3000 kilomètres pour atteindre Holland en 18 heures. Amelia est la première à tenter ce plan de vol. 7h30 après le décollage, Amelia signale sa position et ça sera la dernière fois. Le Itasca, Ontario et Meadowbank reçoivent de faibles messages de l'Electra. Amelia répète qu'elle ne reçoit plus de messages. Ils sont perdus dans le noir. À 8h44, Amelia envoie un dernier message audible. Ça fait plus de 20 heures qu'ils sont en vol. Sa voix est tendue. Pour la première fois de sa vie en vol, elle manifeste son inquiétude. Elle dira « Je tourne dans la brume. Depuis des heures, je dois être à 160 km de Holland. » Puis, le contact est rompu. On n'entendra plus jamais la voix d'Amelia Earhart. Plusieurs avions et bateaux sont mobilisés à la recherche d'Amelia et Noonan. Le président Roosevelt ordonne des recherches qui coûtent 4 millions de dollars. Dans les semaines suivantes, 4000 hommes et une soixantaine d'avions quadrillent l'océan. Mais on ne trouve rien, aucun indice pour guider les recherches. Les recherches prennent fin officiellement le 18 juillet 1937. Le mari d'Amelia, George Putnam, continuera, tant bien que mal, ses propres recherches à ses frais. Le 5 janvier 1939, Amelia Earhart est déclarée officiellement morte. C'est la fin pour la petite fiancée de l'Amérique.
Dans ce dernier segment, il sera maintenant question des différentes hypothèses qui pourraient nous laisser croire à une survie possible d'Amelia Earhart et de Fred Noonan. La première hypothèse semble la plus sérieuse. Amelia aurait posé l'Electra sur l'île Nikumaroro, qui est un atoll des îles Phoenix. En 1938, l'administrateur autochtone Teng Kota est avisé de la découverte au sud-ouest de l'île d'un crâne humain. En 1940, on approfondit les recherches et on y trouve les restes d'un squelette humain, très haut, dont un crâne et la mâchoire inférieure. Après analyse, on en vient à la conclusion que ce sont les restes d'un homme. Par la suite, les os disparaîtront. En 2017, des anthropologues experts du Tennessee prouvent, grâce à l'informatique, que les restes retrouvés en 1940 seraient ceux d'une personne ressemblant à l'aviatrice Amelia Earhart à 99% de certitude. L'Association International Group for Historic Aircraft Recovery, le TIGAR, a fait d'énormes recherches pour retrouver l'épave de l'Electra. Première expédition en 1989, et on compte pas moins de 9 expéditions jusqu'à 2017. Le TIGAR a recueilli, en particulier au sud-est de l'île, un certain nombre d'objets qui peuvent être considérés des indices sérieux de la survie sur Nikumaroro d'au moins un des deux aviateurs. Parmi ceux-ci figurent des morceaux de chaussures de femmes, un coulisseau tirette de fermeture éclair, un bouton, des morceaux d'un couteau de poche fabriqué aux États-Unis et dont Amelia Earhart possédait un exemplaire, les fragments d'un pot de crème anti-tache de rousseur. Or, il est notoire qu'Amelia n'aimait pas ces taches de rousseur. Un fragment de broche ou d'épinglette, des bouteilles brisées d'origine américaine, dont 2 partiellement fondues ensemble, dans les restes d'un des feux de camp inventoriés. Tous ces objets retrouvés sur le site 7 de l'île. Pourquoi le site 7? Il offrait une protection avec ses grands arbres contre la chaleur, avait un bel accès à la plage et au lagon. Pourquoi l'île de Nikumaroro? L'île avait une superficie de 7 km de long par 2 km de large. Je cite ici un texte. La surface battue par le ressac est relativement horizontale et régulière, avec une largeur et une longueur suffisantes pour permettre l'atterrissage d'un bimoteur du type Lockheed Electra. Le récif se rétrécit à partir de la coupure de la passe de Talima qui fait communiquer le lagon et l'océan. L'île se trouve à 640 km de Holland, où Earhart était censé se poser, donc à une distance qu'Amelia aurait pu atteindre. Autre fait important quant à leur survie. Le message capté par Betty Klenk de Saint-Pétersbourg en Floride. En 1937, Betty Klenk a 15 ans et elle pratique la radio amateur avec son père. Un après-midi, la date est inconnue, vers les 15 heures, et elle raconte son histoire à l'âge de 78 ans. Elle a toujours ses notes qu'elle a prises cette journée-là. La discussion était trop rapide pour elle et elle a noté quelques mots. La communication allait et venait, et c'était très faible. Elle a capté de 15 heures jusqu'à 18h15. Elle aurait entendu « This is Amelia Earhart ». On peut penser que Betty a de l'imagination, mais ces témoignages semblent crédibles. Elle entend Amelia demander de l'aide.
Elle parle d'un homme qui est avec elle. Betty perçoit que l'homme est blessé à la tête et est délirant. Elle comprend qu'ils ont craché et qu'ils sont craintifs à propos de la montée des eaux. L'homme tenterait de prendre le micro à Amelia. À 5h15, le père de Betty arrive à la maison et Betty lui raconte ses captations. Son père va alerter la station de la garde côtière et on lui répond qu'on a des bateaux dans les environs et que le tout est sous contrôle. Maintenant, les conclusions à la lumière de ce que Betty a entendu. Ils se seraient posés. Par contre, ils craignent la montée des eaux. Donc l'appareil n'est pas proche de la rive. La marée montante peut emporter le Lockheed Electra à tout moment. Elle dit qu'elle voit clairement la montée des eaux. Il y a de l'eau jusqu'aux genoux. Elle entend l'homme crier « Laisse-moi sortir ». Elle entend la femme répondre « Où vas-tu » L'appel s'arrête vers 18h15. Donc, Noonan a de l'eau au-dessus des genoux et sort de l'avion, et il crie encore. Il aurait des difficultés à sortir de l'avion, mais il parvient, et Amelia va le suivre par la suite. L'eau est trop haute, et l'Electra glisse lentement vers la mer. 57 captations crédibles qui sont croisées vers les îles Gardner, Nikumaroro. Pour appuyer le témoignage de Betty Klang, il est crédible de penser que l'Electra est immobilisée sur le plateau du Corail, à la merci de la marée. Donc, on aurait entendu des messages à des heures où la marée était basse, alors qu'on a accès à l'Electra. Il faut aussi faire tourner le moteur droit pour faire fonctionner la radio, et de préférence la nuit pour éviter la surchauffe du moteur. Selon les relevés, le niveau de la mer a atteint son maximum le 7. Les derniers messages entendus le 6, puis l'Electra aurait été emporté par la mer. L'hypothèse des îles Marshall. L'association Amelia Research défend pour sa part l'hypothèse qu'Amelia et Noonan se sont posés sur les îles Marshall. En 2014, on a retrouvé une plaque en aluminium et un morceau de train d'atterrissage sur l'atoll Mili. On a fait des recherches très sérieuses en 2015. Il existe par ailleurs une photo où on croit apercevoir Amelia Earhart et Fred Noonan. Cette photo a été prise aux îles Marshall. Cette photo a été découverte en 2012. Earhart aurait donc survécu et aurait été faite prisonnière par les Japonais sur l'île de Saipan, où elle serait décédée. On a parlé de cette hypothèse à l'émission Amelia Earhart, The Lost Evidence sur Channel History. Cette photo provient des archives nationales des États-Unis. Les habitants des îles Marshall ont soutenu au cours des années qu'Amelia Earhart s'était bel et bien posée. Une femme de 90 ans témoigne qu'à cette époque, on entendait parler de la femme volante. L'antenne de réception radio de l'Electra, située sous le fuselage, a été abîmée au décollage, ce qui pourrait expliquer pourquoi Amelia répétait qu'elle ne recevait aucun message à partir de là, sans confirmation de sa position exacte
et avec des erreurs de navigation, ils auraient peu à peu dévié de leur objectif. L'hypothèse la plus probable pour le gouvernement américain est qu'ils se sont écrasés en mer et ont coulé. Pour commémorer le 50e anniversaire de la disparition d'Amelia Earhart, l'aviatrice Anne Pellegrino a retracé le même chemin en utilisant les mêmes cartes d'origine. Elle est arrivée saine et sauve à Holland, ce qui confirme que Noonan et Amelia ont fait des erreurs de navigation en vol. Ils se sont écartés de Holland sur une bonne distance, car les dernières transmissions étaient très faibles. Alors ici une vignette de quelques images dont je juge qu'elles sont très importantes pour une meilleure compréhension de mon propos. Alors cette première image, vous voyez la Nouvelle-Guinée à la gauche. La ligne rouge se dirige directement vers l'île Holland. C'est le rendez-vous raté de Amelia Earhart et Fred Noonan. La première hypothèse voudrait qu'ils auraient dévié vers l'île Gardner. L'île Gardner, c'est aujourd'hui appelé Nikumaroro. La deuxième hypothèse, ils auraient plutôt dévié vers le nord. On parle de l'atoll Mealy, qui sont en fait les îles Marshall. En fait, l'hypothèse voudrait qu'ils auraient survolé un espace aérien contrôlé par les Japonais, ils auraient été faits prisonniers et Amelia aurait fini ses jours sur l'île Saipan. En fait, on a une photo qui a été découverte en 2012 qui nous montre une femme de dos qui a la même posture qu'Amelia Earhart sur certaines photos de dos où on la voit assise. Et on croit reconnaître Fred Noonan. Mais on ne voit pas le visage de la femme. Alors ce n'est rien de probant. Ça demeure une hypothèse. La prochaine image, en fait, reproduit exactement le même endroit. En fait, vous avez plus de détails. C'est plus détaillé sur cette image-là. Vous voyez le Japon dans le haut à gauche. Plus vers la droite, vous voyez le Midway. Les îles Midway, en fait, c'est l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez les Philippines à la gauche, vers le centre. Ensuite, les îles Salomon. Hawaï complètement à droite. Et tout ce drame se déroule à la hauteur de l'équateur. Cette troisième photo, ça nous représente l'île où peut-être Amelia a pu se poser. Alors vous voyez dans le bas, vers la droite, c'est indiqué le Norwich. C'est à cet endroit qu'un bateau a fait naufrage en 1929. À l'autre extrémité, le site Seven, c'est à cet endroit qu'on a découvert
des objets qui auraient pu appartenir à Amelia Earhart, et cette photo-là est à marée basse. Prochaine photo, la même île, sauf que comme vous le voyez, c'est à marée haute. Alors si Amelia est arrivée à cette île à marée haute, l'atterrissage est impossible, le rivage est beaucoup trop étroit. Alors si Amelia atterrit sur cette île, nécessairement nous étions à marée basse. Prochaine photo, le Norwish, qui a échoué sur l'île en 1929. Il est juste à l'entrée du lagon. Et là, je vous montre une autre photo qui a été prise sur le devant. Et là, on voit qu'on est à marée haute. Et la prochaine photo, très révélatrice aussi. Là, c'est à marée haute et vous voyez à l'extrême droite, le bateau est complètement englouti par les eaux. Parce qu'en fait, le bateau s'est brisé en deux quand il a fait naufrage, en fait, sur l'île. Et aujourd'hui, sur cette photo, vous voyez exactement de nos jours ce qu'il reste du Norwish. Seulement ces 3 objets. Et dans quelques années, sinon quelques décennies, il ne restera plus rien du Norwish sur les rivages de cette île.